Mademoiselle, Monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Au moins 2 personnes ont été tuées et de nombreux autres blessés mardi 1er février lors d'affrontements entre la police et les bandits de Grand Ravine et Village de Dieu. La police a stoppé Cœur Colon, bras droit du chef de gang Iso. Dans le cadre de cette opération, plusieurs blessés sont recensés parmi les passants. Le Premier ministre Ariel Henry a pris l'engagement de poursuivre la mise en œuvre de la réforme de l'État, d'assainir les finances publiques et d'instaurer un mode de gestion rigoureux. Il a fait cette déclaration lors d'un atelier sur le programme de modernisation de l'État et de l'objectif du développement. Présentation et validation par l'unité de lutte contre la corruption ULCC de l'avant-projet de loi portant sur le libre accès à l'information. Après quelques semaines de trêve, les gangs ont repris les violences sur le boulevard Jean-Jacques Dessalines et à Martissan. Au moins 2 personnes ont été tuées et de nombreux autres blessés hier, mardi 1er février, lors d'une offensive des bandits de Grand Ravine et Village de Dieu. Au cours de la période de trêve, on avait noté une légère reprise des activités économiques à Fontamara. Peu après 4 heures de l'après-midi, des affrontements ont eu lieu entre les bandits et les forces de l'ordre. Plusieurs véhicules ont été détournés et des personnes ont été enlevées. De nombreux automobilistes ont dû emprunter la route de Saint-Jude pour se rendre dans le sud. Cet assaut des gangs de Martissan met un terme aux rumeurs faisant état de plusieurs bandits malades en raison d'un sortilège d'un entrepreneur du secteur des transports. En dépit de la trêve, de nombreux résidents de Carrefour avaient maintenu leurs habitudes de passer par la route de Saint-Jude ou de Saint-Roch pour se rendre à la capitale. L'Office de management et des ressources humaines, OMRH, a organisé ce mardi un atelier sur le programme de modernisation de l'État et de l'objectif du développement durable avec des acteurs étatiques et non étatiques en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le Premier ministre Ariel Henry, qui était présent, a pris l'engagement de poursuivre la mise en œuvre de la réforme de l'État, d'assainir les finances publiques et d'instaurer un mode de gestion rigoureux. L'État a adopté en 2018 un programme de modernisation 2018-2023 qui vise à transformer son appareil administratif en un outil au service du développement du pays. Cette réforme est alignée sur le PSDH et l'agenda 2030 du développement durable. L'adoption du PME 2023 comme cadre de référence en matière de réforme de l'État, recoupant des ambitions décrites dans la plupart des ODD, en particulier de l'ODD 16, s'articule autour de 3 piliers stratégiques. D'abord, la rénovation du système administratif, ensuite le renforcement de la coordination de l'action gouvernementale et de la gouvernance territoriale, et enfin, la réforme des finances publiques et la gouvernance économique. Dès mon accession à la tête du gouvernement, j'ai pris l'engagement de poursuivre la mise en œuvre de la réforme de l'État. Durant la période intérimaire, l'équipe gouvernementale se fixe pour objectif la lutte contre la corruption et la contrebande, la moralisation de l'administration publique, la conduite des réformes structurelles en vue de rétablir un climat susceptible
d'attirer des investissements et de créer des emplois. L'assainissement des finances publiques et l'instauration de modes de gestion budgétaire rigoureux. Toutes ces initiatives visent à atteindre les objectifs de développement durable. Le développement du pays doit nécessairement passer par une administration publique performante, efficace, honnête et capable de fournir des services de qualité à la population. De ce sens, mon gouvernement soutient et salue toutes les initiatives visant à renforcer la gouvernance publique, en particulier celles relatives à la bonne gestion des ressources matérielles, financières et humaines. J'en profite pour saluer l'initiative prise par l'OMRH en collaboration avec le ministère de l'Économie et des Finances et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour rationaliser les ressources matérielles de l'État à travers la mise en place de manuels d'application rigoureuses et bien articulés. L'élection qui s'est tenue dans le cadre de l'accord de Montana dimanche dernier est un grand pas dans la bonne direction, soutient le parti politique Racine Camp Pepla. Les responsables de cette structure encouragent tous les acteurs à s'engager dans ce mouvement qui semble être la seule route pouvant mener vers la transition de rupture tant souhaitée par la population haïtienne. En conférence de presse, le porte-parole de Rassemblement socialiste pour une initiative nationale tout neuf, Camille Chalmers, a pointé du doigt la communauté internationale comme étant responsable de la situation actuelle du pays et invite la population à se mobiliser. C'est une situation qui est intenable et depuis pratiquement plus qu'un an, nous gagnons une insécurité généralisée dans le pays. Donc, non seulement insécurité alimentaire, mais insécurité physique. Côté que violence gang armée crée une situation qui est intenable, côté que pratiquement moun vivent dans prison, la caillou, côté pas qu'à sortir, pas qu'à circuler, etc. Donc c'est une situation qui est inacceptable. Les situations ça sont situations fabriquées, sont situations qui résultent d'un ensemble de choix économiques et politiques, et sont situations qui sont résultat de domination impérialiste dans ce pays et type de l'État oligarchique que vous refait malgré tout progrès que la population haïtienne a fait. Il a été affirmé à travers Carrefour 7 février 86 là, que il voulait construire propre démocratie pâle. Donc dans ce sens-là, il est très important que tout citoyen dans le pays d'Haïti, je dis, ouais que yo gagné une obligation pour mettre pied dans le combat, pour yo participer directement dans le combat pour construire une démocratie qui est basée sur souveraineté, qui est basée sur souveraineté, qui est basée sur respect de l'homme, qui est basée sur respect disons, revendications fondamentales que la population levée campée pour défendre. Et dans ce sens, nous-mêmes, nous saluons gros pas en avant qui fait avec l'élection dans le cadre Accord Montana, qui fait le 30 janvier 2022. Et il est très important que nous éclaircissions pour la population que ce n'est pas 40 personnes qui étaient réunis, c'est 40 représentants de tout ensemble de secteurs dans la société. Et depuis 3 jours que l'élection est faite, nous attendons à 15 secteurs, 17 patriotes là. Ça veut dire que les gens qui ont voté, c'est des gens qui représentent 17 secteurs, qui représentent une masse importante d'organisations politiques et sociales, qui représentent des millions de citoyens et de citoyennes haïtiennes, qui pendant longtemps étaient chita dans le cadre de concertation politique responsable pour définir un chemin pour être capable de sortir de la crise là. Et sans que ce n'est pas une imposition de l'extérieur. Donc, nous ça pense que c'est un bagage extrêmement encourageant, que le processus l'a franchi une première étape. Et pas oublier que le Premier ministre et le président qui est élu, ils ont appliqué une feuille de route. Ce n'est pas un pouvoir qui dépend de monde. Tant qu'aujourd'hui, nous avons Ariel Henry qui fait salver, qui n'a pas aucune institution de contrôle. C'est pas simplement en obéissant à ça que Madame Lalime avec impérialiste dit,
Mais Ariel Henry, je dis, l'a pas agi sans feuille de route, sans agenda, sans aucune institution de contrôle. Et là, c'est justement construction d'un chemin pour nous retourner dans un système autocratique, côté qu'un seul monde maître des vies et des biens, même Jean Duvalier, même Jean Jovenel Moïse, voulait rétablir. Donc, premièrement, Gouaï Bobo, pour ça qui fait dans le cas d'accord Montana, nous pas dit que l'accord Montana c'est la solution, mais c'est l'ouvrir chemin, l'ouvrir barrière pour que nous soyons capables d'entrer dans une dynamique de construction nationale et nous-mêmes, dans Racine Campé Plan, nous décider continuer défendre revendications que la population a affirmées pendant 3 ans de lutte que nous menons et nous décider pour que nous continuions la bataille pour une transition de rupture. Parce que je dis, nous ne pouvons pas accepter que nous traînions dans des élections bouillie vidées qui pourraient créer plus de crise dans le pays. Nous ne pouvons pas accepter que nous menons dans des élections qui n'ont aucune légitimité, qui n'ont aucune représentativité. Et je dis, il faut que nous entrions dans le chemin, côté nous rebrasser le système électoral, là, nous reconceptualiser le système électoral là, de façon qu'il soit capable de correspondre véritablement à la dynamique de construction démocratique que le peuple haïtien a décidé depuis 7 février 1986 et même avant, bien sûr, à travers des combats héroïques. Et dans ce sens, ça, parti Racine Campé Plan, indigné, l'entendait des diplomates, des responsables du département d'État ou des diplomates étrangers a dit que 7 février n'a pas grande importance. Est-ce qu'on était allé en France pour dire 14 juillet pas important? Est-ce qu'on était allé aux États-Unis pour dire 4 juillet pas important? Non. 7 février est important. Et pour qui ça est important? Parce qu'ils sont symboles politiques. Ils sont symboles d'un processus de construction politique. Ils sont symboles de décision collective et avec détermination que les peuples haïtiens disent qu'ils ne peuvent pas dans la dictature encore. Ils sont symboles de capacité de résistance et de mobilisation qui permettent de vaincre une dictature qui est chita sur 45 000 macoutes qui était quadrillé tout le pays. C'est symbole pour nous revendiquer et pour nous dire que malgré les gangs que déployés dans le pays, qui est beaucoup moins que le système Makout, le peuple haïtien a gagné la victoire et n'a pas avancé pour être capable de construire la démocratie que les besoins, démocratie que les voulait faire, qui respecte les travailleurs, qui respecte les richesses qui produit collectivement dans le pays, qui pas chita sur un système d'appuyant côté 2-3 personnes fait on va et puis on ramasse toute richesse collective que la société en produit. Nous voulons justement une transition de rupture qui permette que nous couper fâchés avec le régime PHTK, le régime oligarchique et le régime que l'impérialisme défini pour les pays et qui mène nous dans le cadre que nous sommes là aujourd'hui. L'unité de lutte contre la corruption, ULCC, a organisé ce mercredi un atelier de présentation et de validation de l'avant-projet de loi portant sur le libre accès à l'information. Lors de son intervention, le directeur général de l'ULCC, Hans-Jacques Ludwig Joseph, a indiqué que cet avant-projet de loi vise à, je cite, « renforcer les dispositifs normatifs haïtiens en matière publique contre la corruption ». Fin de citation. Il a fait savoir également que le document s'inscrit dans la ligne de la transparence et de la vie, reddition de comptes clairement définie et soutenue par le gouvernement en place. L'ULCC a compris qu'il est inconcevable qu'une société démocratique dans laquelle le peuple a le droit de prendre part activement dans les décisions et les actions posées pour et en son nom, qu'il n'y ait pas de dispositions législatives encadrant et garantissant l'accès aux documents de l'administration publique nationale. Ce texte veut clairement signifier la volonté de l'exécutif qui croit que leur communication et leur accessibilité dans les formes prévues par la loi est de droit. Cet avant-projet en gestation, déposé aujourd'hui sur la table des discussions et exposé à la censure des experts locaux, qu'ils soient publics ou privés, envisage de répondre à une demande sociale d'ouverture et d'implication citoyenne dans les décisions de l'État en toute facilité. Ce texte propose de lever le voile sur les pratiques illégales fortement dissimulées derrière la forteresse de l'administration publique, dont l'inaccessibilité des dossiers aux citoyens lambda
encourage et favorise des comportements peu éthiques et des actions marquées par la corruption. Ce texte veut formellement replacer le citoyen dans son rôle de vigile en le procurant cet outil comme la clé qui ambitionne d'ouvrir toutes les portes, tous les tiroirs et toutes les officines de cette administration publique gangrénée par le fléau de la corruption. Cet avant-projet de loi a aussi cette vertu républicaine. Elle veut restituer au peuple désenchanté, désengagé et désintéressé son pouvoir de contrôle sur les actes posés par les gouvernants et qui engagent son avenir, l'avenir de son pays et le devenir de ses enfants. Toutefois, ce document impose également des limites justifiées pour anticiper les dérives pouvant porter atteinte à la sacralité de l'État et occasionnant au passage des situations regrettables et irréparables touchant entre autres à la sûreté interne et externe de l'État, à la défense nationale et à la vie privée des individus. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.